Retrouvez pour la principale édition de la soirée, voici les titres. Le présumé meurtrier du danseur Aziz Dabala a été appréhendé. Ce sont les éléments de la brigade spéciale de Touba qui ont mis la main sur lui dans la nuit du Magal. Selon les informations exclusives de Seneweb, l'homme surnommé Modulo est passé aux aveux. Épilogue de la 130e édition du Grand Magal de Touba. Elle a été marquée par la traditionnelle cérémonie officielle. Cérémonie au cours de laquelle le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a voulu faire entendre l'engagement de l'État à atténuer les difficultés liées à l'assainissement et à l'accès à l'eau dans la ville de Touba. De son côté, le porte-parole du Khalif général des Mourides a souhaité s'arrêter sur le sens de la commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadimou Rassoul. Nous parlerons également de la réservation de places dans les cimetières de Dakar. Des gens déboursent jusqu'à 100 000 francs CFA pour se trouver une tombe en attendant la visite de l'ange de la mort. Le maire de Dakar tape du poing sur la table pour dire que c'est inadmissible et inégalitaire. Les populations ne s'entendent pas sur le sujet. On vous dit tout dans quelques minutes. Bonsoir et bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Le présumé auteur du double meurtre survenu dans un appartement à Pikine Technopole est tombé à Touba. Selon les informations exclusives de Seneweb, le présumé assassin du danseur Aziz Dabala et de Boubacar Gano, alias Wali, a été arrêté dans la nuit du Magal par des éléments de la brigade spéciale de Touba au quartier Dianatou Mahwa. Les gendarmes de cette unité de compagnie de la ville sainte ont reçu un renseignement relatif à la présence de l'auteur du double meurtre à Touba. Ainsi, note la même source, la descente inopinée effectuée à Dianatou Mahwa a permis d'interpeller le suspect surnommé Modulo, qui est donc passé aux aveux selon toujours nos confrères de Seneweb. Parlons à présent de la cérémonie officielle de la 130e édition du Grand Magal de Touba. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean-Baptiste Tine, a réitéré la volonté et l'engagement des pouvoirs publics à engager des projets structurants pour atténuer les problèmes liés notamment à l'assainissement et à l'accès à l'eau dans la ville de Touba. Il a aussi exprimé sa compassion envers les habitants de Touba frappés par les inondations pendant la période de Magal. Jean-Baptiste Tine a appelé également les jeunes à rester au pays au lieu donc de s'adonner à la migration irrégulière. Nous suivons les précisions du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. sëñ bi njiitu réew mi mu ngi jaale mbokk yi ñi ñàkk seen bakkan ren ci accident yi. Le président présente ses sincères condoléances aux victimes d'accidents et se dit attristé par ces accidents qui sont devenus récurrents dans le pays. Le chef de l'État appelle à la prudence et à la responsabilité de tout un chacun et remercie Serigne Mountakha Mbacké de ses prières mais aussi de son engagement pour la paix au Sénégal. Comme il l'a dit lors de sa dernière visite ici à Touba, le président de la République se dit prêt à investir dans la cité sainte. Lu mu fi bëgg a def yéenam weesu na ko ndax tolluwaayu Touba ci réew mi. Et puis de son côté, le porte-parole du Khalif général des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre, a salué les efforts du gouvernement concernant l'organisation du Grand Magal. Dans son message, il est revenu sur l'importance et le sens de la commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur de la confrérie Mouride. Le porte-parole de la confrérie Mouride a aussi saisi l'occasion pour appeler les disciples à s'inspirer des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Retenez également que des délégations des familles religieuses du Sénégal étaient toutes donc présentes à la cérémonie officielle. Et puis la brigade nationale des sapeurs-pompiers est toujours à Touba. Un détachement dans la ville sainte de Touba a effectué jusqu'à ce jour 465 interventions de toute nature. Parmi celles-ci, 214 sont relatives à des accidents de la route ayant occasionné 840 victimes, dont 540 sauvées et assistées. Face à cette situation, ces éléments de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers
vont appeler les conducteurs et tous les pèlerins qui empruntent donc le chemin du retour à plus de prudence et en strict respect du code de la route. Suivant les précisions du capitaine Yatma Dieye, chef de la division information et relations publiques de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, interrogé par Aminata Ndonka. La 130e édition du Grand Magal de Touba 2024 prend fin. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers souhaite un bon retour à tous les pèlerins. Pour ce qui est du bilan, jusqu'à ce samedi 24 août 2024 à 18h, le détachement engagé dans la ville sainte et ses abords a effectué 465 interventions de toute nature, occasionnant 840 victimes, dont 16 corps sans vie. Sur les 465 sorties, les 225 sont relatives à des accidents de la circulation routière, occasionnant un bilan de 600 victimes, dont 13 corps sans vie. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers invite davantage tous les usagers de la route à faire preuve de prudence. Le commandement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers félicite de vive voix tous les sapeurs-pompiers engagés à cet effet pour abattre ce travail de titan. Remercie de vive voix toutes les populations qui ont pu coopérer. Mais également, nos remerciements vont à l'endroit de tous les acteurs et parties prenantes à la sécurité d'une manière générale. Et puis toujours dans l'actualité nationale, 350 pèlerins vont se rendre au lieu saint de la chrétienté. Tout est fin prêt pour leur départ ce soir. Le SINPEC, Comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques, a tenu hier sa dernière assemblée générale précédant le voyage. Un moment d'échange et de partage d'informations entre pèlerins et les différents encadrements constitués. Une cérémonie présidée par le président du SINPEC et par ailleurs évêque du diocèse de Tambacounda. Il s'agit bien sûr de Monseigneur Paul Abel Mamba. Le compte rendu, c'est avec Elisabeth Tine. En cette veille du pèlerinage catholique au lieu saint de la chrétienté, les 350 pèlerins se sont réunis autour du président du SINPEC, Comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques du Sénégal. Un périple spirituel de 21 jours dans 8 lieux saints qui permettra aux pèlerins de conforter leur foi. Nous sommes 350 pèlerins pour cette édition 2024. Et le parcours qui nous est proposé est le suivant. Rome, en Italie, chef-lieu de l'Église catholique, où nous rencontrerons le souverain pontife, le pape François, et où nous célébrerons dans les 4 basiliques majeures de Rome. Nous poursuivrons notre pèlerinage en Terre Sainte, à Jérusalem et à Nazareth en Israël, à Bethléem en Palestine. Ensuite, à Lourdes en France. Ensuite, à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Et enfin, à Notre-Dame de Fatima au Portugal. Monseigneur Paul Abel Mamba est revenu sur les causes du choix du thème de cette année, un thème choisi par rapport aux différentes situations chaotiques que traverse le monde d'aujourd'hui. Cette année aussi, pour cette édition, le thème spirituel retenu est le suivant, que vous connaissez déjà, Pèlerin de la paix, en lien avec les turbulences qu'a connues notre pays, le Sénégal, en mars dernier, et en lien également avec la situation difficile que traversent les pays que nous allons visiter, Israël et Palestine, mais aussi les autres pays dans le monde. Le président du SINPEC a saisi l'occasion pour remercier l'État du Sénégal qui a allégé le coût du pèlerinage. Chaque pèlerin a déboursé une somme de 3 500 000 francs CFA. Pour cette édition, chaque pèlerin a déboursé 350 millions.
3 500 000, tout frais compris, grâce au soutien conséquent de notre pays pour amortir les différents coûts. Nous voulons ici et maintenant, encore une fois de plus, dire un grand merci aux autorités de notre pays. Le SYMPEC, Comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques, a invité chaque pèlerin à donner le meilleur de lui-même pour réussir ce pèlerinage, qui commence ce samedi soir 24 août pour un périple religieux de 21 jours. Parlons à présent de cette information qui émane du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Ce 24 août 2024, la Falémé et le fleuve Sénégal ont atteint des niveaux inquiétants. La station hydrologique de Bakel est à 7 cm de la côte d'alerte qui est de 10 mètres. Ce matin, elle était à 9,93 mètres. Celle de Matam était ce matin à 7,78 mètres, toujours selon le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, et pourrait atteindre la côte d'alerte qui est de 8 mètres. Et à Kidira, le ministère, toujours dans ce communiqué, renseigne que la station hydrologique est à 27 cm de la côte d'alerte qui est de 10 mètres. Ce matin, elle était donc à 9,73 mètres. À ce rythme, la côte d'alerte pourrait être atteinte, notamment à la station hydrologique de Bakel, ce qui entraînerait des débordements dans la zone, notamment dans la vallée du fleuve. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement invite les populations riveraines et les porteurs d'activités aux abords du fleuve Sénégal à observer une vigilance maximale au passage de l'onde de crue et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour se prémunir d'éventuels dégâts qui seraient liés au débordement du cours d'eau. Parlons à présent des réservations de places dans les cimetières à Dakar, précisément à Yoff. Le maire de Dakar a récemment donc dénoncé cette pratique. Barthélémy Diaz, pour ne pas le nommer, la juge inadmissible et inégalitaire. Des personnes déboursent ainsi jusqu'à 100 000 francs CFA pour s'assurer un espace de repos éternel. Et puis du côté des citoyens, le sujet est sensible, mais ils ont quand même tenu à donner leurs avis, des positions différentes recueillies par Aïssa Toukane dans ce reportage. À Yoff, sous l'ombre d'un immeuble, un habitant du quartier, préférant garder l'anonymat, se dit choqué que des gens puissent acheter leur place dans les cimetières. Pour lui, la mort ne devrait pas être une question de privilège. Je pense que ce n'est pas normal parce que ce n'est pas tout le monde qui a beaucoup d'argent. Dans un cimetière, c'est réservé pour toute humanité, pour toute personne. Une personne qui rend l'âme a droit à être enterré normalement. Je pense que ce n'est pas du tout normal que quelqu'un vienne lui monter dans l'argent, il achète de l'espace alors qu'on est en problème d'espace. Si on doit organiser les cimetières et avoir, s'il faut créer d'autres espaces. Et celui qui veut réserver des espaces, tu achètes des terrains et tu fais des cimetières privés. Juste à l'extérieur du cimetière, un laveur de voitures évoque des étrangers qui auraient acquis des parcelles au sein du cimetière. Inadmissible, déclare-t-il, des Dakarois n'ont même pas les moyens de s'offrir une sépulture décente. Ce qu'ils font n'est pas normal. Ils vendent des places même à des étrangers. Et les autorités doivent prendre leurs responsabilités pour que cela cesse. À quelques kilomètres de là, dans le quartier des Parcelles Assainies, l'opinion est plus nuancée. Un père de famille, la cinquantaine révolue, avoue être contre l'idée de payer une place au cimetière. Cependant, il souligne que réserver une place pour sa famille est une coutume qu'on ne devrait pas interdire, mais encadrer. Je crois que payer pour réserver, c'est exagéré quand même. Mais chez nous, par exemple, là-bas au Saloum, tu trouves des pères de famille, des responsables qui choisissent des lieux au cimetière pour qu'on les mette là-bas dès qu'ils meurent. Et c'est des gens qui vont là-bas tous les jours ou bien tous les vendredis faire là-bas des récitals de Coran et que son choix sera toujours respecté par la famille. On peut trouver un endroit où on peut mettre tous les membres de la famille, je crois, dans un cimetière.
Cela facilite la tâche dans la mesure où si tu viens pour faire le ziara ou bien tu viens pour faire des travaux ou pour désherber, au lieu de faire le tour de cimetière pour retrouver chaque tombe. Alors que les autorités locales s'efforcent de réguler les transactions dans les cimetières, la question reste en suspense dans une ville où l'espace est rare et précieux. Qui doit décider du repos éternel des siens? Aïssatou Kane, à présent, la réaction de l'imam Mokhtar Ndiaye sur la décision du maire de Dakar, Barthélémy Diaz, interdisant la réservation d'espace dans les cimetières. Le spécialiste des questions religieuses et en phase donc avec l'édile de la ville de Dakar, il salue cette décision et alerte. Pour lui, cette situation peut entraîner la privatisation des cimetières. L'imam Mokhtar Ndiaye, que nous écoutons, joint au téléphone par El Haj Malik Sissé. Nous saluons la décision du maire de Dakar interdisant bien entendu la réservation de tombes dans les cimetières. Cela est inadmissible. L'islam nous l'interdit et ne l'apprécie guère. La législation islamique nous dit que tout musulman qui meurt doit être lavé, enseveli et enterré dans des cimetières en toute dignité après lui avoir accompli bien entendu la prière mortuaire. Cela est un farde kifaya, c'est-à-dire une obligation commune dont l'accomplissement par quelques personnes décharge la responsabilité des autres. Donc, il est hors de question de réserver des tombes, surtout pour des gens qui sont encore en vie. La priorité doit être donnée aux morts et non aux gens qui sont encore en vie. Cette histoire de réservation de tombes peut à la longue entraîner même la privatisation des cimetières. Aujourd'hui, les cimetières de Yoff, il faut le dire, sont presque remplis à cause tout simplement de ces histoires de réservation et de construction faites au niveau des tombes. Donc, nous saluons la décision du maire de Dakar et nous l'encourageons vivement qu'il interdise non seulement les réservations de tombes, mais aussi les constructions faites sur les tombes afin de bien gérer les espaces au niveau des cimetières. Santé à présent, aucun cas de mpox ou variole du singe n'a été confirmé au Sénégal. Ce sont là les assurances du médecin-chef de la division surveillance et riposte vaccinale à la direction de la prévention. Dr Boli Diop a également ajouté, je cite, la rumeur faisant état d'un cas en provenance du Ghana n'est pas du tout fondée. Par ailleurs, en tant que gestionnaire de l'incident, Dr Diop explique que depuis l'apparition du mpox en 1958, aucun cas n'a été détecté au Sénégal. Il ajoute ainsi que le dispositif déjà en place a été renforcé au niveau des 46 districts prioritaires identifiés. Dr Boli Diop, que nous suivons au micro de nos confrères de l'agence de presse sénégalaise. Aujourd'hui, avec le dispositif de surveillance que nous sommes en train de suivre, beaucoup de cas ont été prélevés, plus d'une dizaine au niveau du Sénégal depuis le 14, et tous ces cas sont revenus négatifs. Donc on peut dire qu'aujourd'hui au Sénégal, il n'y a pas de mpox. Quand bien même, vous l'avez dit, au niveau de la sous-région, il y a des cas qui ont été confirmés, mais à l'heure où nous parlons au Sénégal, il n'y a pas de cas confirmés de mpox. Les rumeurs faisaient état d'un cas confirmé en provenance de Ghana. Cette rumeur n'était pas fondée pour la simple raison que le Ghana n'a pas encore de cas confirmés cette année. Donc ça aussi, c'est pour rassurer la population que le Sénégal surveille. Et d'ailleurs, c'est dans le dispositif de riposte, on a préconisé des actions prioritaires, notamment de renforcer la surveillance lors des grands rassemblements. On est en plein dans le Magal Touba, mais à l'heure où nous parlons, le dispositif est à Touba et aucun cas parmi les cas suspects prélevés n'a pas été confirmé mpox. Et ce dispositif aussi sera reconduit lors des événements prochains. Depuis que le virus mpox a été identifié, on n'a jamais documenté de cas au Sénégal. C'est pour cela que le ministère de la Santé a jugé nécessaire d'augmenter le niveau d'alerte en mettant en place ce système de gestion de l'incident pour que le pays puisse se préparer davantage à renforcer son système de surveillance au niveau des points d'entrée, à renforcer son système de surveillance au niveau des structures de santé, mais aussi à renforcer son système de surveillance au niveau de la surveillance qu'on appelle basée sur les événements. Aujourd'hui, si une personne lambda de la population voit qu'un cas lui semble suspect, il y a des numéros verts qui sont accessibles et joignables 24/24 et qui sont gratuits. Donc le système est renforcé. Mais aussi, on se prépare à travers cette gestion à préparer nos structures de santé pour relever, n'est-ce pas, le niveau de prise en charge. Tout ça fait partie de la préparation.
La Sénélec et West African Energy ont effectué le premier allumage de la centrale WAE du Cap des Biches d'un coût de 283 milliards de francs CFA. Cette centrale électrique va contribuer pour 25% à la production d'électricité au Sénégal. À terme, une réduction de 40% du coût de l'électricité est envisagée. Babacar Seck pour plus de précisions. La centrale de West African Energy du Cap des Biches, d'une capacité de production de 300 MW, va contribuer à un accès large et fiable à une énergie de qualité. Ce projet a été développé en collaboration avec la Sénélec. Ce projet, pour moi, fait partie d'un des projets, en tout cas, le plus abouti en termes de partenariat. Parce que pour les autres projets, on avait l'habitude, moi, quand je venais en Sénélec à 98, l'idée globale, c'était qu'un IPP, c'est une boîte noire. Nous, on achète de l'énergie, ils nous vendent de l'énergie. La seule responsabilité de Sénélec, c'était de payer l'énergie. Et pour la partie en tout cas, contractuelle, c'était de nous fournir de l'énergie selon le contrat. Pour ce projet-là, du début à la fin, de l'appel d'offres au financement, il n'y a pas, en tout cas, une seule activité qui n'a pas été faite avec les gens de Sénélec. Et donc, comme il l'a dit, c'est un projet que nous connaissons parce que nous avons suivi du début à la fin. West African Energy, entièrement développé par des promoteurs sénégalais, a pour ambition une baisse considérable du coût de l'électricité. C'est 25% de la production d'électricité. L'idée et le but, c'est la réduction du coût de l'électricité de 40% pour le consommateur, pour Sénélec et donc par conséquent pour le consommateur. Et cela nous, en tout cas, ça va faire tache d'huile parce que c'est la première fois en Afrique, et j'ose le dire, que des Sénégalais, des Africains ont monté ce projet de A jusqu'à Z. Vous pouvez aller au Nigeria, les gens sont venus monter pour eux leur centrale, mais ici, c'est, comme j'aime le dire, monsieur le directeur général, c'est dans notre Dakhinbop, dans notre Mafé et notre Tchéboudienne, qu'on a pu, dans une synergie à la fois technique et financière, monter ce projet qui est très important pour les populations du Sénégal. Pour rappel, cette centrale va utiliser le gaz comme première source d'énergie. Et puis le Sénégal produit chaque année 125 000 tonnes de mangue et en exporte 20 000 tonnes. C'est ce qu'a fait savoir Macoumba Diouf, ancien directeur général de l'horticulture. Ces informations ont été données à l'occasion de la journée de l'arbre célébrée à Diagnel dans la commune de Latmingué. Une journée au cours de laquelle les populations ont donc planté 140 arbres et s'engagent à les protéger pour un meilleur cadre de vie. Le compte rendu, c'est avec Sékou Diallo. L'arbre est moins agressé à travers les activités humaines à Ndiagnel. Au niveau de la commune, donc, il y a moins de dégradation. Il y a moins d'actes de vandalisme donc, liés à la forêt. C'est parce que tout simplement les populations locales connaissent bien son importance, surtout dans l'économie du village. Nous avons beaucoup d'arbres dans le village. Il y a des ombragers qui sont très importants pour les populations. Les baobabs aussi apportent beaucoup de choses pour les populations. Chaque année, nous récoltons beaucoup d'argent à travers ces baobabs. Depuis 1991, nous avons ici un groupement qui avait planté beaucoup d'arbres et c'était des eucalyptus. Et chaque année, ce groupement récolte beaucoup d'argent avec ces eucalyptus. Chaque 2 ans, 3 ans, les arbres fruitiers, surtout les manguiers sénégalais, contribuent de façon significative dans l'économie sénégalaise à travers les exportations annuelles. Sur 1 kilomètre, le reboisement a été fait. J'ai vu combien les jeunes ont été mobilisés pour cette journée de l'arbre. Donner les groupements de femmes de Diagnel en exemple au groupement de femmes de la commune de Latmingué. Le plus difficile, c'est d'assurer un suivi et d'entretenir les plants. On produit 125 000 tonnes de mangue chaque année. On en exporte 20 000 tonnes. Pour nos exportations, ça fait rentrer 77 milliards de francs CFA au Sénégal. Que pour la mangue, c'est entre 15 et 17 milliards annuellement. À l'occasion de la journée de reboisement organisée à Diagnel, 140 arbres sont plantés sur une distance de 1 km à travers la route nationale numéro 4. Et c'est cet élément signé Sékou Diallo qui marque le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée. Et c'est ensuite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, prenez bien soin de vous.